Oui. Parfait, quand vous voulez. Vous avez donné le mandat assez clair, assez simple, de répondre à vos questions comptables et de traiter de celles-ci en ce qui a trait à vos états financiers. Comment est-ce qu'on fait pour les préparer? Donc, aujourd'hui, l'équipe composée de Nicolas, Abir et moi-même, Élie, allons passer à travers toutes les problématiques comptables, suivies des états financiers, comment est-ce qu'il faut que ça soit bâti précisément, et de certaines interrogations qu'on a et que vous aviez eu exactement à nous adresser. Tout d'abord, le premier problème comptable sur lequel notre équipe s'est penchée consiste à la comptabilisation du terrain du bâtiment. Donc, puisque c'est quand même une grosse comptabilisation qui comporte plusieurs composantes, on a inscrit une ligne du temps pour ne pas vous perdre au fur et à mesure de notre présentation. Donc, premièrement, on s'est demandé s'il s'agissait bel et bien d'une immobilisation corporelle. Donc, on vient se référer à la définition d'une immobilisation corporelle de l'IAS 16. Donc, c'est un actif détenu par une entité sur plus d'une période. Donc ici, c'est clair que le bâtiment et le terrain vont être utilisés sur plus d'une période puisque c'est pour l'exploitation de l'entreprise. Puis la durée de vie, justement, est de 15 ans. Les critères de comptabilisation, c'est sûr qu'il va y avoir des avantages économiques futurs. C'est pour, justement, exploiter l'entreprise. Puis, on peut évaluer de manière fiable les coûts puisqu'on avait toutes les informations nécessaires. On va venir comptabiliser tous les frais qu'on a encourus pour amener cette immobilisation dans l'endroit et dans l'état dans lequel elle se doit d'être pour générer des avantages économiques futurs. Je vais passer à travers tous les coûts pour justement que vous ayez une idée claire de pourquoi on les a comptabilisés. Premièrement, le matériel de construction pour l'atelier. Donc oui, c'est capitalisable au bâtiment puisque c'est nécessaire à l'exploitation. Il était clairement mentionné. Ensuite, le changement de la toiture aussi, ça permet de prolonger la durée de vie de l'immobilisation et donc de générer des avantages économiques futurs. Le toit a une durée de vie de 20 ans. Je vais revenir plus tard sur la durée de vie pour donner plus d'explications là-dessus. En ce moment, je vais juste les mentionner. Ensuite, pour le changement des fenêtres, on a déterminé que oui, il fallait les capitaliser puisque en ayant une meilleure isolation, on diminue les frais de chauffage et de climatisation. Donc, indirectement, oui, ça amène des avantages économiques futurs. Puis, la durée de vie est de 25 ans de ces fenêtres-là. Pour la porte de garage et l'asphalte, les deux vont aussi être capitalisables puisque la porte de garage va faciliter le transport des matériaux, puis l'asphalte aussi. Ici, c'est important de mentionner que la durée de vie est de 10 ans et de 8 ans. Tandis que la durée de vie du bâtiment est de 15 ans. Donc, la conclusion, c'est que tous ces frais-là vont être capitalisables au bâtiment et non au terrain. L'écriture qu'on va passer, c'est justement, on va venir ouvrir un compte d'immobilisation corporelle pour le terrain, puis pour le bâtiment, où on va avoir inclus tous les frais qu'on a mentionnés plus tôt. Donc, puis on diminue la trésorerie du même montant. Ensuite, c'est aussi important de mentionner qu'il y a plusieurs travaux qui ont été faits par Arthur lui-même. Il ne faut pas oublier d'ajouter la main-d'œuvre directe, puisque justement, c'est un frais qui va être directement attribuable à l'immobilisation. Puis les heures qui ont été consacrées par lui, on les a multipliées par son taux horaire. Puis on est venu capitaliser ces coûts-là aussi au bâtiment. Mais c'est important de mentionner qu'on n'a pas crédité l'encaisse, mais bien l'apport des actionnaires, puisque c'est lui qui a fait le travail. Finalement, pour l'amortissement, donc le terrain est non amortissable, comme on le sait bien. Ensuite, pour le bâtiment, il est sur 15 ans. Puis, même si l'atelier, la toiture et les fenêtres ont une durée de vie qui est plus élevée que 15 ans, on va quand même les amortir sur 15 ans parce qu'une fois que le bâtiment va avoir atteint sa durée de vie, on ne peut plus vraiment utiliser la toiture et les autres éléments que j'ai mentionnés. Mais les portes et l'asphalte vont être amortis sur leur vraie durée de vie puisque c'est en bas de 15 ans. Donc, on a ici le détail des calculs. Je vous épargne la souffrance. Puis, on a une simple écriture d'amortissement comme d'habitude.
l'impact final, ça va être une augmentation du bâtiment et de la part des actionnaires, dans ce cas-ci. Par la suite, IFRS 15, c'est une norme qui est entrée en vigueur relativement récemment, puis dans la situation vécue par Compost Agréable, dans le fond, il y avait beaucoup d'enjeux justement par rapport à IFRS 15, à savoir quand la comptabilisation allait être importante. Donc, les prochains problèmes vont principalement traiter d'IFRS 15. Oui. Ensuite, pour le bac à compost qu'on a mis à la disposition des clients, ça va être aussi capitalisable. Donc, dans le fond, c'est uniment corporel, puisque justement, on va l'utiliser sur plus d'un exercice financier. On a inclus les matériaux, la main-d'œuvre directe, puis on a décidé de ne pas inclure l'aménagement, puisqu'on ne pensait pas que c'était nécessairement un élément nécessaire pour l'exploitation de cette immobilisation-là. La durée de vie est de 18 ans. Donc, on va l'amortir sur cette durée-là. Puis, on va ouvrir un compte d'IMO pour le bac. On va diminuer notre encaisse, puis on va venir mettre l'apport pour les actionnaires, vu que la main-d'œuvre a été faite par Arthur aussi. C'est lui qui a construit les bacs. Puis, la charge d'amortissement, encore une fois, on a fait sur 18 ans, puis on est venu aussi ajuster avec le nombre de mois. En fonction. Puis, finalement, il va y avoir la comptabilisation des SI aussi. C'est aussi une immobilisation corporelle, puisqu'on l'utilise sur plus d'un exercice. Ici, c'est important de mentionner qu'une des SI qui appartient à Arthur, pour laquelle il a reçu sans action, puisqu'il l'a amené dans la compagnie. Puis, les deux nouvelles SI ont coûté 3 200 $. Donc, on va venir les comptabiliser comme suit. Donc, on va ouvrir un compte d'immobilisation corporelle pour les SI. L'encaisse va diminuer de 3 200, qui correspond au prix des deux nouvelles SI. Puis, on va avoir un apport des actionnaires de 2 200. C'est la juste valeur marchande de la SI d'Arthur, mais diminuée des 100 actions qu'il a reçues en contrepartie aussi. Puis justement, on va avoir un capital action de 100 $. Puis encore une fois, on a inscrit une charge pour l'amortissement sur la durée de vie. Alors, c'est là qu'on rentre dans notre IFRS 15 pour vrai. Donc, si on se concentre sur les projets 1 à 132, tout d'abord, on va commencer, vu que ça va être quand même un gros crunch là, pour l'IFRS 15. On va dire c'est quoi l'IFRS 15. Il y a d'abord 5 critères de comptabilisation. Donc, l'identification du contrat, dans la majorité des cas qui nous intéressent aujourd'hui, oui, ça a été rempli. Il faut identifier les obligations de prestation, suivi de comptabiliser les produits lors du transfert de contrôle qui peut être fait de différentes manières, soit à un moment précis ou progressivement. Et également, il faut déterminer le prix de transaction et répartir le prix de transaction avec les différentes obligations de prestation. Donc, pour les projets 101 à 132, tout d'abord, effectivement, le contrat est identifié. Ici, c'est un contrat de une prestation de service, en fait, et le transfert de contrôle ici est progressif, puis c'est 7 $ par entretien. Donc, à chaque fois qu'on a un entretien, c'est là qu'il va falloir comptabiliser le 7 $ qui a été payé. Donc, on ne peut pas le comptabiliser immédiatement au complet. Donc, vous pouvez voir que l'écriture que nous, on propose, c'est d'y aller pour environ 130 000 à la trésorerie, puis seulement 116 000 en produits et créer un compte de produits différés afin de justement pouvoir comptabiliser les produits vraiment au fur et à mesure que que le transfert de contrôle a été fait. Donc l'impact, on augmente notre trésorerie, on augmente nos produits ainsi que nos produits différés. Donc maintenant, le service de dépôt de compost qui, dans le fond, la compagnie va offrir une possibilité de déposer jusqu'à 250 kg de compost par année. Dans le fond, c'est encore là un IFRS 15 qui va s'appliquer vu que c'est une prestation de service qui est faite sur plusieurs exercices. Donc, il y a un contrat clairement identifié avec le client sur la durée de 3 ans. Il y a l'obligation de prestation, c'est de collecter jusqu'à 250 kg de compost par année. C'est vraiment la comptabilisation du produit au transfert du contrôle qui est un peu plus problématique dans ce cas-ci. La façon qu'on a procédé, dans le fond, on a divisé le 400 $ sur les 3 ans, donc la durée du contrat, qui donnait 133 $ par année. Puis par la suite, on a fait un prix par kilogramme de 53 sous par kilogramme. Donc dans le fond, à chaque kilogramme qu'un client va utiliser, la compagnie, dans le fond, va pouvoir comptabiliser en produit un 53 sous. Donc à chaque kilogramme, ça va être
de cette façon-là pour s'assurer qu'il y a vraiment un rattachement entre les produits et les charges également. Par la suite, les kilogrammes qui ont été pris en excès, dans le fond, vont être payés à l'anniversaire de l'adhésion. Donc, c'est pour ça qu'on a des contributions pour 102 $ pour tous les membres qui ont payé un peu plus. C'est aussi important de souligner qu'après la première année, si ce n'est pas l'ensemble des 250 kg qui ont été utilisés, il va falloir faire une écriture pour qu'au final, le 133 $ ait été comptabilisé pour toute l'année, dans le fond, puisque c'est vraiment un service qui va faire année après année. Donc, ça va augmenter la trésorerie, les contenants, les produits et les produits différés. Également, la compagnie va faire des bacs à compost sur mesure qui vont être, pardonnez-moi, qui sont payables dans le fond à 50 % avant le début des travaux, puis à 50 % après les travaux. Encore là, il y a un contrat de prestation qui va être déterminé étant donné que c'est une commande particulière. Dans le fond, les obligations de prestation, c'est la construction et l'entretien. L'entretien, on va y revenir. Dans le fond, c'était la partie présentée précédemment avec le 7 $ par entretien. Le contrôle va être transféré au moment au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, si on avait l'avancement de chaque travaux avec le temps régulier que ça prend pour un bac à compost, donc c'est la méthode qu'on a utilisée vraiment pour représenter le plus fidèlement l'avancement des produits. Puis, étant donné aussi qu'un bac à compost est fait sur mesure, dans le fond, la compagnie n'aurait pas la possibilité de le remettre avec une autre personne, donc il faut le comptabiliser au fur et à mesure. Puis, dans le fond, le prix va être variable par projet, puis le prix de transaction doit être réparti entre les obligations de prestation, donc ici, la construction du bac en tant que tel et les services. Donc, en trésorerie, on a le 6 303 $ qui correspond aux 50 % versés initialement, ainsi qu'un 6 302 $ qui correspond au compte client qui va être à payer à la livraison. En produit, dans le fond, en faisant la proportion d'avancement pour chacun des 12 projets en cours, on arrive à 4 745. Puis le reste qui va en produits différés, il faut comprendre qu'il y a les 26 entretiens par bac fois 12 bacs fois 16 $, plus, dans le fond, la partie supplémentaire qui correspond à l'achèvement des travaux qui va devoir être complété pour un solde de 7 860 $. Ici, on va augmenter également la trésorerie, les produits différés et compte client. Les pots à compost de cuisine, maintenant, dans le fond, c'est des pots qui sont mis en garantie chez des détaillants pour qu'eux puissent les revendre. Puis, dans le fond, c'est juste l'acompte de 20 % qui va être chargé dès le début aux détaillants, dans le fond, pour que celui-ci, dans le fond, soit favorable à la vente de nos produits. Mais un fait important, c'est que le contrôle ici ne va jamais être vraiment transféré, étant donné que tant que la vente n'est pas faite à un client final, dans le fond, le contrôle va rester au sein de Compost Agréable, étant donné qu'il y a toujours un droit de récupérer, dans le fond, de récupérer ces stocks de compost de cuisine pour aller les amener, dans le fond, dans ces stocks à lui pour pouvoir les redistribuer. Donc, dans le fond, initialement, l'écriture qui a été faite, qui était juste de comptabiliser les acomptes, c'était une écriture de trésorerie à droit de remboursement, puis l'ajustement en considération des 87 pots de compost qui ont été vendus effectivement, puis en considérant les stocks qui sont disponibles dans chaque. Dans le fond, il faut diminuer les droits de retour, donc dans le fond, 8 $ par pot de compost. Dans le fond, sur les pots qui ont déjà été vendus, on a pas loin de 700 $. En trésorerie, il faut aller chercher le 80 % dans le fond des produits qui ont été vendus, puis en produit, dans le fond, les ventes finales qui ont été effectuées ici, dans le fond, de 87 pots à 40 $. Nous avons donc 10 000 droits d'emboursement, augmenter la trésorerie et les produits. Également, pour les verres à compost, on a une situation, dans le fond, où la Compost Agréable est mandataire, dans le fond, pour une compagnie pour vendre des verres. Donc dans ce cas-là, il va simplement falloir présenter au NEJ la comptabilisation des produits, donc ici qui correspondait à un prix de 2 $ par pot de verre vendu pour un total de 274 $. Ensuite, en ce qui a trait aux nouvelles lames, à la colle et aux autres fournitures, pour les nouvelles lames, ça serait très tentant de les comptabiliser comme IMO corporel, mais il ne faut pas, puisque l'IAS 2 veut que le matériel qui permet de générer des avantages économiques futurs, mais sur une période de court terme, comme les lames, la colle et les autres fournitures. Donc les lames, on les change à chaque 3 mois. Donc c'est clair qu'il s'agit ici de fournitures et de matières premières. Donc les lames sont 150 $ chaque, puis on en a acheté 3 pour les 3 scies qu'on a dans nos IMO corpo en ce moment. Puis les fournitures totalisent un montant de 52 350 $. Donc à l'achat, on va venir débiter notre compte de stock, puis notre encaisse au crédit pour le même montant. Ensuite, à l'utilisation, on va venir mettre au débit les coûts des marchandises vendues, donc on va augmenter notre charge, puis on va diminuer nos stocks du même montant, parce qu'on nous avait justement mentionné qu'il restait un 8 000 $, si je me trompe, de fourniture à la fin de l'année. L'impact, ça va être une diminution de la trésorerie, désolé pour la petite
puis des produits. Finalement, vous avez une question concernant la présentation des impôts s'ils doivent être présentés à l'état du résultat. Donc, IAS 12, dans le fond, oblige qu'en IFRS, ce soit la méthode de l'impôt futur qui soit utilisée pour présenter les impôts. Ça, dans le fond, c'est de faire, en gros, la différence entre l'impôt qu'on arrivera avec un calcul, dans le fond, de calculer l'impôt exigible avec le taux actuel par rapport, dans le fond, de faire la différence entre le bénéfice comptable puis le bénéfice fiscal. Dans ce cas-là, dans le fond, ça prend une étape à faire. Ensuite, il va falloir calculer les différences temporaires selon les postes à l'état de la situation financière, pour savoir si on peut espérer dans le futur avoir des déductions d'impôts ou à l'inverse, avoir à payer plus d'impôts. Puis dans le fond, ça va être un calcul de l'avantage imposable différé ou du passif d'impôt différé. Puis dans le fond, il va présenter une note de rapprochement aussi au niveau des états financiers pour expliquer, dans le fond, pourquoi le taux d'impôt payé est moins élevé que le taux qui sera en vigueur, par exemple, dans un cas d'actif d'impôt différé. Également, on a eu une problématique par rapport à un emprunt bancaire. La diapositive ne s'affichera pas, mais dans le fond, un emprunt bancaire de 350 000 qui a été dans le fond pris au début pour pouvoir financer les activités courantes de l'entreprise. Donc, si c'est IFRS 9 qui va s'appliquer donc sur les instruments financiers, puisque ça correspond à une obligation de remettre de la trésorerie, donc une obligation contractuelle dans ce cas-ci, puisque c'est avec une banque. Puis, dans le fond, il va falloir présenter ce prêt-là au coût amorti. Donc, avec les calculs qu'on a fait avec, dans le fond, le calcul de l'intérêt mensuel, la diminution du capital, on avait un solde de 343 000 environ en fin d'année au niveau de l'emprunt bancaire avec une partie courante aux alentours de 16 000 Puis, dans le fond, on avait un 6 000 si ma mémoire est bonne, qui correspondait à une charge financière correspondante aux intérêts payés à chaque mois. Bon, nous, en tant que comptable interne, c'est sûr que c'est des sujets qui nous intéressent énormément. Par contre, vous, c'est peut-être moins le cas. Alors, dans le fond, la grosse question que vous nous avez posée, c'est comment je fais mes états financiers? On va prendre tous les ajustements et toutes les comptabilisations initiales qu'on vous a présentées au cours des 18 dernières minutes. Et on va les inclure dans l'état de la situation financière qui, en fait, c'est un bilan de tous vos actifs, vos passifs qui vont s'accumuler à chaque année selon les opérations qui ont été faites. Et si jamais vous avez des questions sur les autres qui sont ici, vous pourriez nous en poser dans la période de discussion très prochainement. Par la suite, différentes interrogations. Donc, il y avait une question à propos de l'assurance vie. Nous, on avait une interrogation quant à savoir si cette assurance vie-là, en fait, était nécessaire pour votre prêt, votre emprunt bancaire qui n'a pas été présenté, mais qui a été dit verbalement. Si oui, c'est très avantageux pour vous parce que c'est déductible d'impôt, donc c'est quand même très intéressant de garder ça en tête. Ensuite, on vous suggère également de faire votre production d'impôt par quelqu'un d'autre que nous. Vous allez sûrement avoir des meilleurs avantages fiscaux comme relativement à l'assurance vie et une meilleure indépendance au sein de l'entreprise. Ensuite, on parle de l'implication de la date de fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr qu'après ma barre, lorsque vous décidez de partir en affaires, la fin d'année est au 31 décembre, mais vous pouvez faire le choix, comme vous avez fait, que ce soit au 31 janvier. Par contre, ce choix-là ne peut pas être changé par la suite dans les années qui suivent. Donc, c'est bien important de bien choisir sa date de fin pour que ça concorde avec les activités régulières de votre entreprise. En lien avec la date de fin de l'année aussi, c'est important de garder en tête que si jamais il y a des événements postérieurs à la date de clôture, c'est cette date-là qu'on va venir voir. Donc, c'est important de garder ça en tête si jamais il y a une IAS 10 qui va venir s'appliquer. Ensuite, pour les retails de coupe, vous avez mentionné que des fois, habituellement, il y a des retails que Arthur utilise pour faire du bricolage. Puis on vous conseille justement de voir s'il n'y a pas un marché pour ces retails-là, justement pour aller chercher de l'argent à la place de juste perdre une entrée de ressources. Puis pour le site web, on a conclu que c'était un petit montant, c'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté, mais on voulait vous mentionner qu'il ne fallait pas le comptabiliser puisqu'on n'avait pas d'évaluation des avantages économiques futurs de ce site web. C'était simplement pour présenter les réalisations d'Arthur. Puis, oui, pour l'émission initiale des capitaux propres, c'était une écriture tout simple dans le fond de 100 000 en trésorerie, puis une contrepartie dans le fond en capital action pour la compagnie. Sur ce, c'était Nicolas, Abbé et Élie, et on espère avoir répondu à vos questions. Et on est maintenant prêt à la période de discussion. Merci. Je vais l'écouter. Donc, on a parlé, je reviendrai sur les bacs à contrat sur mesure. On a parlé de deux obligations de prestation, donc la construction, l'entretien
correspondait aux 7 là, par service d'entretien. Mais on n'a pas parlé d'entretien gratuit pendant 6 mois. Je veux savoir, à ce moment-là, ça rentrait dans quelle obligation de prestation? C'est quoi le bon traitement comptable à adopter? Oui, dans le fond, c'est ça, on a intégré le 7 dans le fond, qui est la valeur de. Dans le fond, le 7 c'était si un client souhaitait poursuivre l'entretien du bac, dans le fond. On a décidé de comptabiliser à cette façon-là parce que la compagnie doit quand même offrir un service à ses clients. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une compte. Dans le fond, à chaque entretien, il y avait un 7 qu'on devait mettre en produit différé. Donc, fois les 26 semaines sur un 6 mois. Dans le fond, 26 fois 7 par client. Puis, à chaque entretien, dans le fond, de réduire ce montant-là de 7 Donc, c'est votre façon de l'évaluer. Vous avez notre façon de l'évaluer, en fait. Les produits qu'on a peut-être vous n'êtes pas mis à consignation, c'est ça les stocks. Puis, vous juste me redire pourquoi, dans le fond, vous avez tant de dossiers comme ça. Dans le fond, parce que c'est le fameux 8 oui, c'est pourquoi il n'est pas en consignation. Dans le fond, il n'y a aucun transfert qui a été donné aux détaillants différents, puisque la compagnie, au final, ça revient à être, ça revient simplement à être un entrepôt, puisqu'il peut facilement se déplacer entre un détaillant ou l'autre pour aller rechercher certains produits s'il y en a de disponibles ailleurs. Donc, pour nous, on l'a vraiment vu comme n'étant pas en consignation, il y a quand même une obligation de remettre le 8 dans le fond, s'il va falloir qu'il aille rechercher le produit. Okay. J'avais une question par rapport aux ventes de verre à compost. Bon, je comprends qu'on comptabilise au net de la transaction. Par contre, l'écriture que vous présentez là, vous dites, bon, exemple, on va 274 de trésorerie. Mais dans les faits, moi, exemple, je encaisse en fait, plein montant, je vais respirer en plus. Bon point que vous amenez dans le fond, vous devez faire une écriture justement qui va correspondre à 90% du prix, qui va correspondre à un passif financier dans ce cas-ci, puisque c'est une obligation de remettre de la trésorerie. J'avais une question plus au niveau de l'impôt. On avait parlé des différences, surtout au niveau du référentiel comptable, là, comme on devait intégrer des passifs et des actifs d'impôt différés. Au niveau comptable et fiscal, est-ce qu'il y a des différences concrètes que vous pouvez mentionner là, que je devrais considérer justement dans la préparation de ma déclaration de revenus? Oui, bien en fait, c'est sûr que la conciliation entre le comptable et le fiscal n'est pas la même. On va faire un calcul qui est différent comme les charges comptables ne sont pas acceptées au fiscal pour le calcul du revenu imposable. Un petit exemple rapidement, toutes les charges d'amortissement qu'on prend au comptable, c'est pas les mêmes, c'est pas l'amortissement qu'on peut calculer au fiscal. Au fiscal, ça va être autre chose, ça va être une déduction pour amortissement qui va être calculée sur les acquisitions et les dispositions au cours de l'année. Il y en a d'autres, mais juste rapidement, c'est ça. Merci. Pour le bâtiment, vous aviez, avant les améliorations locatives, vous aviez longtemps les immobilisations corporelles. Au niveau du bâtiment, avant les améliorations locatives, il n'y a pas lu sous montant. Il n'est pas mentionné parce qu'on a juste mais c'est juste le montant du bâtiment, le coût du bâtiment, puis après ça, on a rajouté les coûts des améliorations. Mais c'était quoi le coût du bâtiment que vous avez mis? Initialement, c'est 150, puis on l'a ajouté de 115 000 pour 265 000. Vous avez mis 150 000? Oui, à la base. Par rapport à l'amortissement, pour ce qui est des composantes du bâtiment, comme la toiture, les fenêtres, vous avez pris pour acquis que c'était la même durée d'amortissement, même s'il y avait une durée d'utilité différente. Je me demandais c'était quoi votre position par rapport à ça, parce que on disait peut-être qu'il pourrait avoir une composante principale là-dedans qui doit être amortie séparément. Dans le fond, on a décidé de l'amortir sur la durée de vie du bâtiment, puisqu'on s'est dit qu'une fois que le bâtiment allait arriver à sa fin de durée de vie, on n'allait pas pouvoir prendre les fenêtres individuellement ou prendre la toiture individuellement juste pour continuer à l'utiliser dans un autre contexte. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a utilisé le 15 ans du bâtiment. Puis, Dernière petite question, en fait, si j'ai le temps, on a parlé beaucoup des 15 secondes. IFRS. 15 secondes. Avec des commentaires sur d'autres potentiels qu'on pourrait utiliser. Oui, mais dans le cas ici, étant donné que ce n'est pas une société publique, on pourrait très bien utiliser les NTSCF, puis les NTSCF qui sont les normes canadiennes. Je vais rapidement
maintenant, sont justement sont très bonnes, sont plus flexibles. Donc, dans le cas de votre entreprise, ça serait peut-être mieux adapté à vos besoins. OK, parfait, merci. Merci. C'est